plus un bruit dans les rues de New York. Aucune agitation à Times Square. La ville qui ne dort jamais semble endormie. La capitale, Washington, s'est transformée en ville fantôme, comme Chicago ou San Francisco. De la côte est à la côte ouest, la vie est en suspens. This is CNN Breaking News. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, demande aux 40 millions de Californiens de rester chez eux. Le confinement s'accélère dans tout le pays pour tenter d'enrayer la pandémie de coronavirus. Rester à la maison, c'est le mot d'ordre ce soir. Face à la menace du Covid-19, les États-Unis, eux aussi, se calfeutrent. Des images dignes des plus grands films catastrophes. Hollywood nous avait prévenus. Aujourd'hui, la réalité dépasse la fiction. Seules les sirènes d'ambulance viennent troubler le silence. Les malades affluent dans tous les hôpitaux. La première puissance économique mondiale n'échappe pas à cette crise sanitaire sans précédent. Bien au contraire. Trouvez-moi ce patient maintenant. Il faut l'emmener à l'étage, s'il vous plaît. Il me faut un respirateur maintenant. Une personne fait un arrêt cardiaque, elle meurt. Une autre fait un arrêt cardiaque, elle meurt. Et on passe au suivant. À New York, devant les hôpitaux débordés, les habitants assistent à des scènes effarantes. Un balai de corps évacués par dizaines pour être chargés dans des camions frigorifiques. This is for real, y'all. Y'all, this is for real. They put the bodies in 18-wheeler, y'all. Au large du Bronx, l'île de Hart Island accueille les corps non réclamés. Depuis le début de l'épidémie, de nouvelles tranchées ont été creusées, une fosse commune où les cercueils s'entassent. Le pays le plus riche du monde est désormais le plus touché par la pandémie de Covid-19. Et si la côte Est est la plus impactée, aucun des 50 États n'échappe au virus. Le Covid-19 révèle toute la fragilité du modèle individualiste américain. Un colosse au pied d'argile qui titube quand l'économie s'arrête. J'ai tellement peur pour ma vie. En quelques semaines, plus de 25 millions d'Américains ont perdu leur travail. C'est la panique aux agences d'emploi, dépassée par le nombre de nouveaux chômeurs. Aux États-Unis, les allocations chômage sont rudimentaires. Alors sans boulot, plus de filet de sécurité. Alors que l'impact économique de la crise du Covid-19 s'aggrave, des familles se battent juste pour parvenir à s'acheter à manger. Privés de revenus, des milliers de familles se précipitent aussi aux distributions de nourriture organisées dans tout le pays. À San Antonio, au Texas, ce sont 10 000 voitures qui font la queue à cette banque alimentaire. La semaine dernière, 120 000 personnes sont venues chercher à manger. J'ai un budget très juste. Ma sœur a aussi très peu de revenus, alors on n'a pas le choix. On a besoin de venir ici pour survivre. C'est vraiment notre seul moyen d'avoir à manger en ce moment. Dieu merci, ils sont là. Une situation qui n'épargne pas les grandes villes. Le maire de New York, sous le choc, pousse un cri d'alarme. C'est tellement dur d'imaginer des gens qui, dans notre ville, cette grande ville, n'ont pas les moyens de s'acheter à manger. Avec le virus, les inégalités qui fracturent la société américaine éclatent au grand jour. Exemple le plus marquant, la surmortalité chez les Afro-Américains. Ils ne représentent que 13% de la population, mais jusqu'à 70% des victimes du Covid dans certains États. D'abord, mon oncle est mort. Quelques jours plus tard, ma grand-mère, puis mon père, et encore après, un autre oncle. Et si la communauté afro-américaine est la plus touchée, c'est qu'elle est depuis des années l'une des plus impactées par la hausse des inégalités dans le pays. On est ici dans un quartier extrêmement pauvre. Et je veux juste dire les choses très clairement. Ici, on vivait déjà en pleine pandémie avant le coronavirus. On n'a pas de chauffage, on n'a pas d'eau chaude. Il y a de la peinture au plomb partout. Les conditions sanitaires sont précaires. Quand le virus a frappé, direct, les gens ont eu des complications. Et on a vu des jeunes mecs forts comme des taureaux s'écrouler et mourir.
Face à des Américains de plus en plus inquiets, un président en roue libre qui multiplie les conférences de presse. Il n'y a pas de raison de paniquer parce qu'on a été très bon. Il n'y a pas de raison de paniquer, pas du tout. Et les déclarations lunaires. Ça va disparaître. Un jour, c'est comme un miracle. Il va disparaître. D'ici au mois d'avril, ou pendant ce mois-là, la chaleur, en général, la chaleur tue ce genre de virus. Si vous regardez le nombre de morts dans les accidents de voiture, c'est un bien plus grand chiffre que ce dont on parle pour ce virus. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va interdire aux gens de conduire. Un président qui s'improvise médecin. Version Dr Maboul. Supposons qu'on bombarde le corps avec des ultraviolets, ou une lumière très forte. Et supposons qu'on amène la lumière à l'intérieur du corps, ce qu'on pourrait faire à travers la peau ou d'une autre façon. Le tout aux grandes dames de ses propres experts santé. Et puis, j'entends parler du désinfectant qui tue le virus en 1 minute. Il y a peut-être aussi une solution pour qu'on l'utilise comme ça, par injection, à l'intérieur ou comme un nettoyage. UV et eau de javel, ces propos ont choqué le monde entier. Je suis pas médecin, hein, mais j'en ai là-dedans. Vous voyez? Le président Trump ira jusqu'à soutenir ceux qui manifestent contre le confinement. Appelant même à la libération des États concernés. Libérer le Minnesota, libérer le Michigan, libérer la Virginie. Pour Donald Trump, même en pleine pandémie, le mot d'ordre reste « Economy first ». Un des fondements de notre pays, c'est l'action. Et les gens veulent retourner travailler. Nous devons retourner travailler. Notre peuple veut travailler. Il veut y retourner. Car l'Amérique confinée et l'économie sous cloche, c'est le mythe de l'American Dream qui s'effondre. Un modèle dont Trump est depuis toujours l'un des plus grands VRP. Nous utiliserons tous les moyens nécessaires pour restaurer le rêve américain. Le rêve américain rugit à nouveau. Je veux que tous les jeunes, quelle que soit leur éducation, leur origine, puissent vivre leur rêve américain. Ah, le rêve américain. Un style de vie apparu dans les années 50 avec la société de consommation. Une maison, des enfants, une voiture et de l'électroménager dernier cri. Bref, le bonheur à portée de portefeuille. Une vision du monde où la réussite est individualiste, matérialiste et accessible à tous, à condition de s'en donner les moyens. Il y a quelques semaines, nous parcourions justement les États-Unis pour interroger les forces et les faiblesses de l'American Dream. Ce modèle, qui a fait des États-Unis la première puissance économique mondiale, est aussi responsable de la hausse des inégalités dans le pays. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui ont réussi leur American Dream et l'assument, mais aussi de ceux qui le remettent en cause. Des rencontres et des témoignages qui résonnent encore plus aujourd'hui. Après votre départ, d'un coup, tout est devenu anormal. À l'heure où beaucoup se demandent si le rêve américain survivra au Covid. Notre enquête sur l'American Dream débute fin février, en Arizona. Father, always help us to preserve and protect our way of life in America. Le coronavirus n'est encore qu'une lointaine menace. Bless this event and help us celebrate it in a way that you deem appropriate. La vie suit son cours au pays de l'oncle Sam. And bless our America. Amen. Et les stades sont remplis. On est à Tucson, en Arizona, pour une compétition de rodéo, le sport emblématique des cow-boys et une assez bonne métaphore de l'American Dream, un rêve où tout peut basculer très vite, la réussite est souvent fulgurante et la chute brutale. Le but, rester sur le dos de ces pauvres chevaux pendant 8 secondes minimum. Un sport dangereux, très dangereux, mais à la clé pour les gagnants, plusieurs milliers de dollars. Alors les cow-boys viennent de tout le pays pour tenter leur chance. Chaque année, plus de 10 000 personnes assistent à cette grand-messe du rodéo. Best place in town.
Dans la foule, nous avons rendez-vous avec l'une des légendes de la discipline, un champion qui écume les compétitions dans tout le pays. Son nom, Jesse Wright, il a 30 ans. Bonjour Jesse. Ça va? Ça a été le trajet? Pas mal. Enneigé, mais pas mal. Loquace comme un cow-boy, après 10 heures de route. Son ranch à lui est dans l'Utah, à l'autre bout du pays. Donc vous faites toutes ces heures de conduite pour 8 secondes de rodéo? Ouais. En espérant gagner gros? Ouais. 8 secondes, c'est beaucoup plus de boulot que ce que vous pouvez penser. Et Jesse Wright sait de quoi il parle. Champion du monde en 2012, 11e mondial en 2019. De rodéo en rodéo, il a déjà amassé près d'1,5 million de dollars. C'est rembourré? Ouais. Pour prévenir les blessures? Ça aide. Dans une certaine mesure, ça aide. Vous avez déjà été blessé? Ouais. C'était quoi le pire? Le pire, c'était de me casser le dos. Et même après ça, vous continuez de monter à cheval? Je te le fais pas dire. Traverser tous les États-Unis, monter sur des chevaux et être payé pour faire ça, qu'est-ce que tu veux de plus? Jesse Wright vit son rêve américain, à lui. Dans le monde du rodéo, la famille Wright est une institution. Jesse a grandi dans un ranch, bottes aux pieds. 4 de ses frères sont eux aussi des pros. Vous avez l'impression que l'histoire de votre famille est un bon exemple de success story aux États-Unis? Je crois, oui. On a toujours beaucoup travaillé avec notre père, on fait du mieux qu'on peut. C'est ce qui vous plaît dans ce pays? Cette idée qu'en travaillant dur, on peut gagner beaucoup? Je ne suis jamais allé dans un autre pays, donc je peux pas vraiment te dire, mais c'est vraiment génial ici. Ce que tu mets dans ton travail, ça paye à la fin. Mon rêve américain, c'est de monter sur des chevaux jusqu'à ma retraite, puis de regarder mes enfants grandir, élever ma famille et avoir quelques vaches. C'est celui-là? On y est? Oui. C'est l'heure du show. Ceux qui tiennent plus de 8 secondes sont ensuite départagés en fonction de leur style et de la vigueur du cheval. Jesse garde un œil sur la concurrence. À la clé aujourd'hui, 5000 billets. Jesse Wright, the world champion from Milford, Utah, is next. No Show Jones. For the world champ, No Show Jones. Le bip retentit, c'est un sans faute. Ladies and gentlemen, before you, yet another world champion in the Tucson arena. Les scores tombent. Une fois de plus, Jesse a écrasé ses adversaires. Belle victoire! Et ouais, la thune, la thune! Donc c'est ça votre rêve américain? Ouais, je suis en train de le vivre, vous le voyez. Je dois aller faire un tour d'honneur. Pari réussi pour Jesse. Symbole de cette Amérique où prendre des risques paye. Quelques semaines plus tard, en pleine pandémie, nous avons pris de ses nouvelles. Hi Jesse. Salut, comment allez-vous? Depuis la crise, il est confiné dans son ranch. Les compétitions de rodéo sont toutes reportées. Il pensait que tout allait reprendre à la mi-juin, mais il n'arrête pas de repousser, alors j'en sais rien. Et si le manque à gagner est évident pour notre cow-boy, pas question de s'apitoyer sur son sort. Je travaille avec mon beau-père, je monte à cheval, je m'occupe du bétail et je passe du bon temps avec ma famille. L'illustration parfaite de l'American Dream. Partir de rien pour arriver au sommet et savoir rebondir, quoi qu'il arrive. En termes de success story bluffante, aucun doute, les États-Unis font la course en tête. Près de Malibu, en Californie, c'est dans ces collines que se cachent les stars et les grands propriétaires. Nous avons rendez-vous avec le voisin de palier de Britney Spears, un modèle de réussite à l'américaine. Bonjour, c'est la télé française. Vous êtes à la porte? Oui, on est là. Ok. Merci. Sacré portail. Merde.
Y pour Younan, Zaya Younan, multimilliardaire. C'est une grande propriété. Bienvenue aux États-Unis, comment ça va? Ça va et vous? Bienvenue, merci. Immigré iranien, Zaya Younan a débarqué à l'âge de 13 ans aux États-Unis, sans un sou en poche et atteint de la polio. De cette époque, ne reste qu'un léger boitement et une rage de vaincre à toute épreuve. Aujourd'hui, il règne sur un empire immobilier. Vous me faites le grand tour? Non, juste une petite visite. Une petite visite, ça marche. Nous ne verrons pas tout, mais nous n'allons pas être déçus. Zaya Younan nous fait découvrir ses 25 hectares de propriété, son jardin d'inspiration romaine et ce dont il est le plus fier, sa piscine. J'étais vraiment très pauvre quand je suis arrivé aux États-Unis, donc j'ai fait une liste de tout ce que j'aimerais faire quand j'aurai réussi ma vie. Et ça, c'était sur ma liste. C'était sur la liste, ça? Oui, c'était sur la liste. Il y a environ 1 million de pièces de mosaïque, toutes posées à la main. Certaines sont en or 24 carats. Et ça coûte combien de faire ça? Ah, ça coûte trop. Ouais, c'est trop cher. Too much, c'est un peu ce qui qualifie Zaya Younan. Le milliardaire est un collectionneur, sa propriété, un musée à ciel ouvert. Ça, c'est de la pierre, c'est une pièce assyrienne très ancienne. Une pièce comme ça, c'est 5 millions de dollars. 5 millions de dollars? Oui. Waouh, juste à côté du barbecue. Oui, juste à côté du barbecue. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Bon, ça, c'est la voiture de tous les jours. Une Rolls-Royce? Une Ghost. Une Rolls-Royce Phantom? Oui. Et celle-là, c'est une Bentley Mulsanne. Vous avez combien de belles voitures comme celle-ci? Probablement 200. 200? 200. Je suis le plus gros acheteur de Rolls-Royce au monde, en tant que particulier. Parce que j'adore ces voitures. Et quand Zaya Younan aime, il ne compte pas. C'est pas une question matérielle. Il s'agit plutôt de se sentir bien, de sentir qu'on peut accomplir des choses. Ça représente le succès. Oui, ça représente le succès. Allez, entrez maintenant. Une réussite que le milliardaire affiche aussi à l'intérieur de sa maison, en toute sobriété. Vous avez ici parmi les plus gros vases du monde, des vases français. Là, il y a presque 4800 pierres dans ce tapis. Des rubis, du saphir, des diamants. Celle-là fait presque 200 carats. Du jade vert, du jade noir, du jade bleu. C'est mon petit musée privé. On pensait avoir fait le tour, mais Zaya Younan voulait nous présenter la pièce maîtresse de sa collection. Wow. Ça, c'est l'un des plus beaux œufs de Fabergé, fait en diamant, rubis, or, saphir. Ça vaut combien une pièce comme ça? Beaucoup. Cette pièce, ça vaut très cher. Plus de 100 millions de dollars. Plus de 100 millions de dollars? Oui. C'est la pièce la plus chère qu'il possède. Mais pour comprendre sa philosophie de vie, c'est dans la vitrine d'à côté que ça se passe. Ça, c'est une épée qu'un général français m'a donnée. Donc vous avez une passion pour l'armée? L'armée, c'est important. L'armée, c'est la discipline. Et malheureusement, parfois, dans la vie, on manque de discipline. Tous les grands hommes d'affaires à qui j'ai pu parler dans le monde, ils ont toujours cette culture. Et ils dirigent leur entreprise avec une discipline militaire, avec une précision militaire. Vous dirigez votre entreprise comme vous dirigeriez une armée? Exactement. Cette discipline militaire serait la clé du succès selon lui. Et son succès, ce self-made man en est très fier. De son enfance désargentée, il n'a gardé qu'une poignée de souvenirs et quelques photos. Je n'ai pas beaucoup de photos de mon enfance parce que, bien sûr, on n'avait pas d'appareil photo. Donc ça, c'est quand j'étais enfant. C'était en Iran, à Téhéran. Ça, c'est une photo de mon père et moi. Mon père conduisait des camions. C'était comment l'enfance pour vous? J'ai eu une enfance difficile. On était très pauvres. Mes frères et sœurs, mes parents et moi, on vivait tous dans une pièce 2 fois plus petite que celle-ci. Et en 1977, quand j'avais 13 ans, on est parti pour les États-Unis. D'un coup, j'ai vu beaucoup de belles choses.
Je regardais les gens qui portaient de beaux vêtements et moi, j'avais pas de beaux vêtements. Donc j'en voulais aussi. Mais comment faire pour y arriver? La seule manière d'avoir tout ça, c'est de le gagner. Je me souviens que mon père m'a dit, pourrais-tu s'il te plaît réussir ta vie pour que quand tu ouvres ton frigo, il ne soit pas vide. Le jeune Zaya fait alors comme de nombreux Américains. Il emprunte 80 000 $ pour financer ses études d'ingénieur en mécanique. À 19 ans, il décroche son premier job chez General Motors. J'ai été l'un des inventeurs de l'airbag. Ok? Les airbags dans votre voiture, dans la voiture de votre mère, dans celle de votre frère, c'est moi qui les ai inventés. Après ça, j'ai été embauché par de grandes entreprises et à 23 ans, j'avais gagné mon premier $1 million. Aujourd'hui, Zaya Younan pèse plus de 3 milliards $. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a autant de success stories comme la vôtre aux États-Unis? Bonne question, bonne question. Souvenez-vous, les États-Unis, c'était le nouveau monde. Les pères fondateurs, quand ils sont arrivés ici, il n'y avait pas de maison, pas de route, pas de restaurant, rien. Ils ont dû tout construire. Donc la culture s'est forgée sur le fait de réaliser l'impossible, de construire ce qui n'est pas construit. Donc vous pensez que c'est une mentalité? C'est une mentalité. C'est une mentalité, Martin. Mais beaucoup de gens sont exclus du rêve américain. Et ceux qui ne réussissent pas sont beaucoup plus en difficulté ici que dans d'autres pays, comme la France par exemple, où il y a plus de protection sociale. Moi, je pense qu'en France, vous avez trop d'aide sociale. Si vous avez trop de protection, les feignants continueront d'être feignants. Mais vous répondez quoi à ceux qui pensent que le rêve américain est cassé? Si vous êtes né très pauvre ou dans un milieu difficile, vous avez moins de chances de réussir que d'autres. Non, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis arrivé dans ce pays pauvre. Je suis arrivé dans ce pays sans parler anglais. Je suis arrivé dans ce pays avec mes parents avec moins de 2 000 € en poche pour 7 personnes. Si j'y suis arrivé, tout le monde peut le faire. En 30 ans, Zaya Younan a bâti un empire en construisant des centaines d'immeubles à travers les États-Unis. Ces dernières années, il s'est lancé à la conquête de la France. Il a racheté 9 châteaux dans la vallée de la Loire pour les transformer en hôtels de luxe. Il possède aussi chez nous 4 terrains de golf et 2 vignobles dans le Bordelais à Saint-Émilion. C'est notre premier millésime, 2017. C'est pas le meilleur vin du monde, mais c'est un très bon vin. Et maintenant, on va ouvrir le Petrus. 1999, un de mes vins préférés. Même pour une dégustation, le milliardaire ne se compare qu'à la crème de la crème. Les couleurs sont très proches. À droite, son propre vin. À gauche, une bouteille de Petrus à 3 000 $. Pourquoi cet amour de la France, les châteaux, le vin, la culture? Mais parce que c'est l'essence même des plaisirs de la vie. Les Français ne se rendent pas compte du talent qu'ils ont. C'est si bon. Tenez mon vin dans la main droite et le Petrus dans la main gauche. Oui, toujours. Autour de la table aujourd'hui, sa femme et ses enfants jouent les œnologues. Le déjeuner de famille tourne vite à la démonstration. De se dire des mots doux. Vous avez vu ça? Elle a bu plus de mon vin que de Petrus. Et ma fille aussi, elle a bu plus de mon vin. Et lui aussi. C'est ça le rêve américain. Mon rêve américain, c'est pas d'être meilleur que mon concurrent aux États-Unis. Mon rêve américain, c'est de concourir en France et d'être meilleur que le meilleur en France. C'est ça mon rêve américain. Et de faire aujourd'hui une dégustation de mon vin contre le Petrus. Et de voir que les gens vont choisir mon vin plutôt que le Petrus. Ça, c'est très puissant, très puissant. Les enfants boivent les paroles de leur papa milliardaire. Tous travaillent dans l'entreprise familiale et sont désormais habitués à l'ambition sans limite de leur géniteur. Je veux pas me comparer au Petrus 2017, je veux me comparer au Petrus 1999. Et je veux que mon 2017 soit meilleur que le 99. Parce qu'on croit au handicap. Les gens pensent que le handicap est une faiblesse. Nous, on pense que le handicap, c'est une force.
L'effort, le travail, autant de valeurs que Zaya Younan veut transmettre à ses enfants. Leur héritage, en quelque sorte. J'ai une question un peu mal élevée, mais qui va hériter de tout ça? Mes enfants, ils auront rien du tout. Chaque dollar que nous avons, quand ma femme et moi mourrons, ira aux pauvres à travers le monde, pour la bonne cause. À des ONG? Oui, des associations. Vous allez tout donner à des ONG? Tout pour les pauvres. Pas un seul euro ou dollar ne sera donné à mes enfants. Et vous, du coup, vous en pensez quoi? C'est comme ça qu'on a été élevés. On ne prend rien pour acquis. On doit travailler pour vivre, donc c'est normal. C'est son argent. J'ai tellement d'amis dont les enfants se croient tout permis. Certains attendent que les parents meurent pour pouvoir récupérer l'argent, pas mes enfants. Mes enfants sont indépendants. Ils peuvent se battre dans leur propre domaine. Et je sais qu'ils peuvent faire bien mieux que moi. Dieu bénisse l'Amérique et la France. Avant de partir, Zaya Younan nous a emmenés dans ses bureaux pour nous présenter son nouveau terrain de jeu, les cigares. Packaging, produits dérivés, le patron valide lui-même chaque détail, devant une équipe fébrile. Ce produit, pour être honnête avec vous, c'est trop luxueux pour cette boîte. Il faut qu'on puisse garder le mécanisme ouvert, ok? Mais je pense qu'on devrait dessiner une nouvelle boîte. Peut-être qu'on pourrait utiliser du cuir à l'extérieur? Oui, il faut que ça soit propre. Pour que ça soit plus propre? Oui. Et pourquoi ça s'oxyde? Ce n'est pas de l'or. Oui, je sais, mais ça devrait pas s'oxyder. C'est du bronze, c'est la couleur naturelle. Alors pourquoi on utilise du bronze? On aurait dû mettre quelque chose plaqué or, parce que ça s'oxyde, c'est moche. Tout à fait. Donc on fait ça, ok? Merci beaucoup. Un brief expéditif. Zaya Younan est un homme pressé. Sa réussite fulgurante dans l'immobilier, puis dans les affaires, lui vaut souvent d'être comparé à Donald Trump. Asseyez-vous. Il a voté pour lui, mais il ne peut pas s'empêcher de souligner l'air de rien ce qui les sépare. Vous comprenez pourquoi on vous compare souvent à Trump? Oui, je comprends. Il y a des points communs, c'est vrai. Mais moi, je suis parti de rien. Alors que Trump vient d'un milieu très aisé. Ses parents étaient très riches. Par ailleurs, Trump a connu beaucoup de faillites. Dieu merci, pas nous. Donc on n'est pas vraiment dans la même catégorie. Vous le connaissez personnellement? Oui, je le connais. Un jour, on a acheté une partie du prêt de sa propriété. Il y a eu une transaction et nous étions ses prêteurs. Vous avez prêté de l'argent à Donald Trump? Oui. Il vous a remboursé? Oui, bien sûr. Ambiance Booba contre Caris, au pays des milliardaires. On l'aura compris, la modestie Zaya Younan, c'est pas trop son truc. J'aimerais me présenter aux élections, mais je ne peux pas être président parce que je suis pas né ici. Sinon, vous seriez candidat à la présidentielle? Absolument, absolument. Younan contre Trump. Oui, je pense que je gagnerais sans problème. Ah bon? Oui, bien sûr. Parce que les gens comme nous, on voit ce que Trump fait de bien et on en fait plus. On voit ce qu'il fait de mal et on fait l'inverse. Petite bataille d'ego entre Nabab. Mais question politique, ils sont sur la même longueur d'onde. Le pays va mieux d'un point de vue financier que quand il est entré en fonction. Je pense que c'est un bon président pour les États-Unis. Un bon président qui partage sa vision du rêve américain. Pour moi, le rêve américain est un processus. Si vous travaillez dur, si vous prenez des risques et si vous êtes passionné par ce que vous voulez faire, alors vous pourrez toujours réaliser vos rêves. Quelques semaines après notre départ... Bonjour Zaya, comment allez-vous? Bonjour Martin, ça va? Les choses ont bien changé à Malibu. Vous savez, quand on s'est rencontrés, la vie était normale. Après votre départ, d'un coup, tout est devenu anormal. En pleine épidémie de coronavirus, la Californie est confinée. Ses affaires à l'arrêt, sa famille obligée de s'adapter. On n'a plus de personnel dans la maison, donc on a dû apprendre à faire à manger, faire le ménage, laver nos vêtements nous-mêmes, ranger nos affaires. Et honnêtement, on a bien aimé ça. La crise sanitaire a révélé les inégalités criantes de la société américaine. Et pour beaucoup, montré les limites du rêve américain. Mais Zaya Younan, lui, n'a pas changé d'avis. L'écart entre les gens ne va pas se refermer grâce à l'aide du gouvernement. Ce n'est pas une société communiste. L'écart entre les gens doit se refermer par le travail des gens eux-mêmes. L'écart entre moi
Et Bill Gates ou Jeff Bezos, c'est moi qui l'ai refermé. C'est pas le gouvernement. Certaines personnes travaillent très dur et d'autres veulent pas travailler. Donc vous pensez toujours que la réussite aux États-Unis dépend uniquement de l'effort que chacun met dans son travail? Absolument. Cet état d'esprit du rêve américain. Cet état d'esprit qui dit arrête de te plaindre et cherche une solution. C'est un état d'esprit qui existera toujours. Les Américains ne veulent pas de l'aide du gouvernement. Ils veulent se lever le matin, aller travailler et gagner eux-mêmes leur vie. Nous ne sommes pas un pays d'assistés. Pas sûr que ce discours résonne auprès des 38 millions d'Américains, 12% de la population, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Notre enquête sur l'American Dream continue dans un instant. Nous rencontrerons ceux qui en sont exclus. Il faut payer le loyer, les besoins pour la famille, je ne peux pas m'endetter. Ceux qui le soutiennent coûte que coûte. Creuser des puits, c'est ça mon rêve américain. Et ceux qui s'en détournent. C'est juste une manière plus naturelle de vivre. Retour aux États-Unis, où le Covid-19 montre les limites du rêve américain et révèle plus que jamais les inégalités qui fracturent le pays. Pour tenter de rapprocher ces deux Amériques qui se regardent sans se comprendre, certains, comme la mission évangélique de Waco au Texas, concoctent des expériences déroutantes, des stages de pauvreté. Bienvenue à tous. Vous pouvez vous mettre en cercle si vous voulez. Nous sommes fin février. Des jeunes de familles aisées ont déboursé 74 $ pour participer à un jeu de rôle pendant tout le week-end. La maîtresse de cérémonie, c'est Janet Dorel, 63 ans. Elle dirige l'organisation religieuse. Combien d'entre vous pensaient que c'était un week-end de détente? Personne? Et ça tombe bien, parce que ces lycéens sont ici pour se mettre dans la peau d'un sans-abri. Pour rendre l'exercice bien réel, Janet a préparé un scénario très précis. Donc vous êtes désormais un parent célibataire avec 3 enfants à charge. Pour chaque repas avec vos enfants, vous n'aurez que 6 $. OK? Le but de ce week-end, c'est qu'ils se glissent dans la peau d'un autre, pour les sortir de leur zone de confort et qu'ils éprouvent plus de compassion pour leurs prochains. L'expérience va durer 2 jours et 2 nuits. Première étape pour les 70 participants, cette friperie, gérée par la mission évangélique. Ils doivent troquer leurs vêtements pour des habits de seconde main. C'est un peu grand, mais avec la ceinture, ça devrait aller. Le choix de la tenue est important, ils vont la garder pendant 48 heures. Alors, comment tu te sens dans ta nouvelle tenue? Au chaud. Oh, le mec, il va avoir tellement chaud. Je vais être super au chaud. Ils doivent ensuite se séparer de leur téléphone et de leur montre. Chaque élève ne peut conserver que 4 objets, sac de couchage compris. Moi, je garde mon duvet, mon pantalon, ma barrette et ma veste. Moi, je garde ça et ma barrette. Et le reste, je le donne à ceux qui en ont besoin. Moi, j'ai pris ma couverture, mon oreiller et mon pull. La vie de pauvre, c'est plutôt drôle. Visiblement, Joshua n'a pas tout à fait intégré le message que Janet souhaite faire passer avec son expérience. C'est pas si mal. Je vais pas mentir, je trouve ça cosy. L'immersion en mode vie ma vie de SDF a plutôt des airs de colo. Mais quelques mètres plus loin, Daisy et ses copines, elles, prennent le stage plus au sérieux. Ça peut aussi nous arriver du jour au lendemain. Votre maison peut être inondée, ça arrive beaucoup dans le sud, surtout chez nous en Louisiane. Les inondations sont fréquentes. Un ouragan peut dévaster votre maison et il ne vous reste rien. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est que d'être vraiment pauvre. Ils n'imaginent pas qu'on puisse ne rien posséder. Ils pensent que s'ils n'ont pas les dernières chaussures à la mode, ils sont pauvres. Ou s'ils n'ont pas le dernier téléphone ou des vêtements de marque. C'est très bien pour nous de voir ça. C'est quelque chose dont on ne parle pas. Comme disait Janet, c'est caché. Et les gens ne veulent pas voir ça. Parce que c'est sale et parce que ce n'est pas du tout le rêve américain. Mais c'est la réalité.
et on a besoin de voir la réalité en face. Une réalité quand même bien loin du quotidien d'un sans-abri. Mais pour ces ados, habitués à leur petit confort, cette simple nuit à la belle étoile par 0 degré fait son effet. Le lendemain matin, le réveil est difficile. C'était dur. J'ai eu du mal à supporter le froid. Je me suis blottie en boule dans mon sac de couchage. Je n'imagine vraiment pas faire ça toutes les nuits. Qu'il fasse chaud ou froid, je ne le ferai pas. J'ai pas dormi. Il faisait tellement froid. C'était horrible. J'ai trop mal au dos. Tous espèrent un petit déjeuner réconfortant. Ils ne vont pas être déçus. Je m'attendais à avoir un biscuit ou même des céréales, mais pas à des chips. Chips, soda, café, l'idée que Jeannette se fait d'un petit déjeuner, version sans-abri. Quand on souligne le côté un peu caricatural de son stage de pauvreté, elle vante au contraire les vertus de l'immersion. C'est difficile de se lever le matin et de trouver un job. De faire travailler votre cerveau si vous n'avez pas eu les apports suffisants en bonnes calories. Vous avez du mal. C'est la meilleure façon d'apprendre. Ressentir, voir, entendre, toucher, goûter. Ce genre d'expérience, ça reste. Ça marque. Et l'expérience n'est pas terminée. Après leur vraie fausse nuit dans la rue, les élèves quittent leur costume de SDF pour se transformer en bons samaritains. Direction un quartier défavorisé de la ville. Leur mission cet après-midi, embellir le quotidien des gamins du coin. Qui est volontaire pour aller faire du porte-à-porte? Oui. Ok, donc vous trois, vous allez de ce côté de la rue, vous faites les portes de ce côté-là. Je sais qu'il y a des enfants qui vivent là. Qui est là? Salut, c'est Josh. Nous sommes avec la mission évangélique de Waco. Vous avez des enfants qui ont envie de venir jouer dehors? Vous êtes où? Juste devant? Ouais, juste là-bas à l'aire de jeu. Certains étudiants en sont persuadés, ces quelques heures passées à jouer ensemble vont marquer durablement les enfants du quartier. Ça les occupe. Vous savez, dans ces quartiers-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Souvent, ils restent à la maison, et leur trouver des occupations, c'est parfois compliqué. Vous pensez vraiment que ça va changer quelque chose pour eux? Oui, bien sûr. Ça va être un grand moment de leur enfance. C'est quelque chose dont ils vont se souvenir toute leur vie. Et j'ai envie de leur donner de l'espoir, même si je ne vais pas pouvoir rester avec eux pour toujours. C'est douloureux et en même temps, ça me fait chaud au cœur. Vous n'avez pas peur qu'on interprète ça comme de la condescendance? Certains vont y voir de la pitié. Moi, je préfère parler de compassion. On a quand même voulu vérifier auprès des principaux intéressés s'ils étaient aussi transcendés par l'expérience. S'ils n'étaient pas venus cet après-midi, vous auriez fait quoi? On serait resté à la maison parce qu'il fait froid. D'habitude, vous ne jouez pas au basket avec vos amis? Ouais, ça arrive. J'ai joué hier. Si la méthode employée par Jeannette Dorel questionne, Très bien, bon travail. force est de constater que le message a fini par passer. À l'issue du stage, le mythe du rêve américain en a pris un coup. Pour moi, le rêve américain n'existe pas. Si rien ne change, les plus riches vont continuer de vivre leur rêve américain. Et pour les gens qui sont pauvres, ce sera de plus en plus difficile de s'en sortir. Pour moi, le rêve américain, c'est surfait. Dans la course au succès, tout le monde ne jouerait pas à armes égales. L'illustration la plus flagrante des limites de l'American Dream, c'est le gouffre qui sépare les Américains dans leur accès aux soins. 5 heures du matin dans l'État de Washington, nous sommes à la mi-février. Vous toussez? Vous respirez mal? Non? Alors rentrez et prenez un bracelet. Le Seattle Center, immense complexe culturel, est transformé en clinique géante et gratuite pendant 4 jours. Plusieurs semaines avant la catastrophe sanitaire du Covid, la salle d'attente ressemble à un hall de gare, un jour de grand départ.
Dans le pays le plus riche du monde, près d'une personne sur 10 n'a pas d'assurance santé. Allez-y, prenez bien tous les sièges vides. Ce ne sera pas leur tour avant des heures. Les gens là, s'ils ont de la chance, ils seront pris avant midi. Des heures d'attente dans l'espoir de consulter un médecin. La plupart sont arrivés la veille. Moi, je suis arrivé à 23h30 et c'était déjà trop tard. 23h30 hier soir, c'était trop tard? Ouais. Ouais, mais mon pote m'avait gardé la place dans la queue. Nous, on était là à 18h, hier soir. D'habitude, notre assurance nous coûte très cher. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas essayer? Parce qu'ici, ils offrent plus de soins que ce qu'on peut se permettre avec notre assurance dans une clinique normale. C'est notre première fois ici. Dentaire? Dentaire? Vision. La clinique propose des consultations pour les dents ou les yeux, des soins coûteux, hors de portée de bon nombre d'Américains, pour qui se soigner rime trop souvent avec factures exorbitantes. La semaine dernière, je me sentais mal. Avec tout ce qu'on entend sur le coronavirus, je suis allé à l'hôpital pour être sûr que tout allait bien. Ils m'ont soigné. Je n'avais pas le coronavirus, ni même la grippe, juste un petit virus. Et j'ai reçu la facture hier, $2800 juste pour avoir passé 1 heure à l'hôpital, subi une perfusion et parlé 7 minutes avec un médecin. Et ça m'a coûté $2800. On pourrait penser que dans l'un des pays les plus riches de la planète, la santé serait un droit pour ses citoyens. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est quelque chose qu'il faut acheter comme tout le reste. On va appeler les premiers numéros, de 1 à 10. Et ils sont plus de 800, comme lui, ce samedi matin. Des classes moyennes, des travailleurs, obligés de venir dans ces cliniques humanitaires pour se soigner. Après 14 heures d'attente, c'est enfin le tour de Moses, 28 ans, ouvrier dans le bâtiment. Ce futur papa doit limiter au maximum ses dépenses de santé. Je trouve ça injuste parce que je travaille beaucoup. 40 heures par semaine et ça ne suffit pas. La vie ici coûte très cher, il faut payer le loyer, il y a les besoins pour la famille. C'est compliqué d'avoir à payer pour voir un dentiste ou aller à l'hôpital. Sinon, il faut s'endetter. Et je n'ai pas envie de m'endetter maintenant. Alors ça nous aide. Et voilà la salle de soins. Un gigantesque hangar où les patients sont examinés à la chaîne. 290 dentistes sont à l'œuvre. En tout, 1500 personnes mobilisées. Pendant 4 jours, 3000 patients vont être reçus et soignés gratuitement. Mais bon, gratuit ou non, le fauteuil du dentiste, c'est rarement une partie de plaisir. Pas vrai, Moses? Faut pas être nerveux. On est là pour vous rendre plus beau que lorsque vous êtes arrivé. Merci, c'est tout ce que je demande. Bon, on va regarder. Vous avez mal ou une gêne en particulier? Non, aucune douleur, aucun inconfort. J'ai juste besoin de quelques plombages. Ok, je vais regarder. Et si jamais je vois quelque chose d'autre, je vous le dis et on établit un plan d'action. Ça me va? Ça ne va pas vous faire mal. Le dentiste et son assistante sont des bénévoles. C'est la 4e fois qu'ils participent au projet. C'est l'occasion pour moi de soigner des gens qui n'en ont pas les moyens et qui n'ont pas accès aux soins élémentaires. Ce jour-là, il va permettre à Moses de réaliser de belles économies. Aujourd'hui, je lui fais 4 plombages. En temps normal, c'est $200 le plombage. 800$, soit 740 € pour soigner 4 caries. Des soins qui chez nous sont en moyenne 3 fois moins chers et remboursés à hauteur de 70% par la Sécu. Nous voyons des gens qui travaillent, des familles qui ne peuvent pas se payer une bonne assurance. Donc il y a des gens de tous les milieux, de tous les quartiers, de toutes les communautés qui viennent ici. On fait ça tous les ans et c'est toujours plein à craquer. C'est assez symptomatique de notre société. Vous devez parfois choisir entre payer votre loyer ou faire soigner vos dents.
Prêt? Après 40 minutes d'intervention, voici le résultat. On lui a fait ses 4 dents là. Vous êtes magnifique. C'est ça aussi le rêve américain? Plutôt un rêve d'humanité et d'entraide. L'entraide et la solidarité pour compenser les défaillances de l'État. Pour Moses, Donald Trump a encore aggravé la situation. J'ai l'impression qu'il retire beaucoup de choses aux gens qui en ont vraiment besoin. C'est vraiment très arrogant de sa part. Il n'a jamais eu à endurer le quotidien de la classe populaire. Il a toujours fait partie de l'élite. S'il était à notre place, il verrait les choses autrement. Il y a quelques jours, en pleine crise du Covid, nous avons recontacté Terry, l'assistante dentaire. Hi Terry. Bonjour. Comment ça se passe pour vous depuis le début de la crise? Eh bien, moi-même, je me retrouve en ce moment sans assurance maladie. Je venais de commencer un nouveau boulot quand le virus a frappé et ma patronne n'est pas sûre de pouvoir payer une couverture santé à ses employés à cause de l'impact financier du virus sur son activité. Une soignante sans couverture maladie. Impensable ici, loin d'être un cas isolé là-bas. Je crois que la crise touche une partie de la population qui ne pensait pas être concernée. On voit que même des personnes aisées ou de la classe moyenne reconnaissent avoir épuisé toutes leurs économies. Pour elle, le Covid-19 illustre la nécessité de réformer un système profondément inégalitaire. Si on continue avec cette mentalité, cet état d'esprit qui ne s'intéresse pas aux exclus, qui ignore tous ceux qui n'ont pas d'assurance santé, je ne sais pas comment vous dire. Il faut faire quelque chose. Cela va nous affecter tous si nous ne réagissons pas. Donc vous pensez que cette crise pourrait être une opportunité pour aboutir à plus de justice et d'égalité? Je l'espère. Changer les mentalités. Vaste programme dans un pays qui valorise depuis toujours la réussite individuelle, parfois au détriment de l'intérêt général et de celui de la planète. Nous devons rejeter les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions de l'apocalypse. En langage trumpiste, prophète de malheur veut dire militant écolo. Le président américain est ouvertement climato-sceptique. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Trump est sorti des accords de Paris sur le climat. L'horrible, le coûteux et partial accord de Paris. Il encourage aussi les industries polluantes et les énergies fossiles. Nous sommes désormais, et de très loin, le plus gros producteur d'énergie de la planète. Et tant pis si ces énergies, pétrole, charbon, sont parmi les plus polluantes et font des États-Unis l'un des plus gros émetteurs de CO2 de la planète. Nous remettons nos super mineurs au travail. Pourtant, en pleine crise du Covid-19, la grande majorité des scientifiques rappellent qu'en détruisant nos écosystèmes, en participant au réchauffement climatique, nous favorisons l'émergence des pandémies. Tout commence avec ce que nous faisons subir à la nature. Intrusion, destruction, consommation. Et cela provoque des contagions. Et ces contagions se transforment en épidémies et pandémies à cause de nos interactions. Entre préservation de la planète et croissance économique, le locataire de la Maison-Blanche a depuis longtemps fait son choix. Je ne perdrai pas cette richesse pour des rêves, des moulins à vent qui ne marchent franchement pas. Et si la communauté internationale s'indigne, les producteurs d'énergie fossile, eux, applaudissent leur champion. Pour s'en rendre compte, direction le Texas. Il n'y a pas si longtemps, on appelait encore ça le Far West. Et si les chercheurs d'or ont fait place aux puits de pétrole, l'esprit pionnier, lui, n'a pas changé. Bienvenue à Midland, la capitale de l'or noir, l'American Dream du carbone. Dans cette ville de 130 000 habitants, on vit, on mange, on respire pétrole. Dans la rue, le prix du baril s'affiche en temps réel. Un musée est même entièrement dédié à l'énergie fossile. Autant vous prévenir, on n'y parle pas pollution ni réchauffement climatique. Vous êtes-vous déjà demandé ce que serait le monde sans pétrole? Ce verre dans lequel tu adores boire, envolé. Et le sac de golf de papa, fini. Et sans oublier le barbecue.
Un petit spot de propagande bien subtil. Sans pétrole, c'est tout le confort promis par le rêve américain qui s'envole. Autrement dit, un retour à l'âge de pierre. Sans le pétrole, le monde serait bien différent de ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons justement rendez-vous avec l'un des rois du pétrole de Midland, un businessman multimillionnaire. Salut, mon nom est David Harrington. Je suis de Midland, Texas. J'ai 60 ans et je suis dans le business du pétrole. Midland, Texas, c'est l'endroit où les espoirs et les rêves deviennent réalité. David Harrington est l'un des plus gros producteurs indépendants de la région. Et surtout, un pionnier à Midland. J'ai creusé mon premier puits à l'âge de 25 ans. C'est ça mon rêve américain. J'ai toujours voulu creuser des puits depuis l'université. Aujourd'hui, il possède 700 forages comme celui-ci, tout autour de la ville. Et il n'a pas fini de creuser. Je possède tout le terrain qui longe l'autoroute sur près de 5 km. Là, on va creuser 120 puits. Et plus au nord, on a prévu d'en creuser 120 de plus. Donc au final, avec ceux déjà creusés, on en aura 250. Oh, Yankee Doodle Dandy, Yankee Doodle Dandy. Grâce à l'or noir, la propriété de David Harrington est la plus grande de la ville. Un immense manoir avec piscine, terrain de basket et un intérieur censé nous rappeler quelque chose. Cette maison est vraiment typique de la campagne française. On adore la campagne française, c'est tellement chaleureux, c'est comme à la maison. Nous avons 9 cheminées, elles viennent de France et d'Allemagne. Fils d'instituteur, David Harrington s'est lancé très jeune dans les affaires. À 27 ans, il gagne son premier million grâce au pétrole. Mais il a aussi connu quelques accidents de parcours. À un moment, j'ai creusé 13 puits d'affilée sans trouver de pétrole. Et j'ai failli perdre tout mon argent. Donc j'étais à nouveau sans le sou. J'ai dû tout recommencer à zéro. Depuis, ça va beaucoup mieux. Alors, voici mon toboggan. En fait, il y en a deux. Celui-là jusqu'au premier étage pour les petits-enfants. Et celui-ci pour les grands-enfants, comme moi. J'y vais toujours les pieds devant. Vous pouvez y aller la tête la première, mais moi je conseille les pieds en premier. Allez go, à tout à l'heure. Mon Dieu, j'ai la tête qui tourne à chaque fois. Si vous n'avez pas un toboggan chez vous, vous avez raté votre vie. Toboggan is the new Rolex. Mais s'il est très fier de son parcours, David Harrington est moins bavard quand il s'agit d'évaluer sa fortune personnelle. Écoutez, il y a deux choses qu'on ne demande jamais à un Texan. Combien de têtes de bétail il possède et combien d'argent il a sur son compte. Ah, la pudeur texane. Un concept à géométrie variable. C'est là que je garde mes munitions. On ne saura pas combien d'argent il a sur son compte en banque. Il est en revanche très fier de nous présenter le contenu d'un autre coffre. Voici l'un de mes coffres pour les armes à feu. J'ai des pistolets à la John Wayne, je les appelle les jumeaux. Je ne sais pas combien j'en ai, 50, 60. Mais c'est juste pour la chasse et tirer sur des cibles. C'est plus un sport qu'autre chose. Amoureux des armes à feu, du pétrole, fier de sa réussite matérielle, David Harrington se retrouve totalement en Donald Trump. Il n'est pas parfait, mais il a fait un super boulot. Il a su très bien négocier avec beaucoup de gens parce qu'il est imprévisible. Et je dirais que ce côté imprévisible est une arme qu'il utilise à merveille. Et vous savez, quand on négocie ou qu'on part en guerre, il faut être imprévisible. Et si David Harrington est fan de son président, c'est avant tout parce que ça arrange bien ses affaires. Pour extraire son pétrole de schiste, il utilise la méthode du fracking, la fracturation hydraulique. De
l'eau et du sable injectés à haute pression dans le sol. Une technique très controversée, mais soutenue et même encouragée par le président Trump. Là, les gars, avec tout ce matériel, ils dirigent un forêt. Et ils doivent le contrôler. Ils se servent d'ordinateurs, mais surtout, ils utilisent leur cerveau. L'équipe est en train de creuser un puits à plus de 2 km sous terre. Un jeu d'enfant, d'après le patron. Quand il faut tourner de 3 degrés, ça fait... Là, tout le monde s'arrête. Littéralement, on s'arrête, on attend, on écoute. Tu vois, en gros, c'est un peu comme du langage morse, une pulsation émise par la boue. C'est vraiment drôle. Si tu aimais jouer dans la boue quand tu étais petit, tu adorerais ça. Le fracking est interdit en France depuis 2011. En cause, son impact dévastateur sur la planète et le risque de provoquer des séismes. Mais à Midland, où l'on a voté Trump à plus de 75%, on ne croit pas à toutes ces théories. Pour moi, il n'y a pas de preuve. D'un côté, il y en a qui disent qu'il y a un réchauffement climatique et d'autres qui disent que c'est faux. Vous pouvez lire tous les livres que vous voulez, mais il n'y a aucune preuve. C'est cette histoire sur l'élévation du niveau de la mer. Je vais vous dire ce que je pense. Le monde passe par des phases. Il y a des hivers froids, des hivers chauds, des hivers doux. Et surtout, ne parlez pas des activistes écolos à David Harrington. Ils ne comprennent rien à ce qu'on fait. Ils ne cherchent pas à comprendre. Par contre, ils prennent leur voiture pour aller à leur manif. Ils les remplissent d'essence. Ils devraient peut-être y aller à pied. Salut les gars! La première année, chaque puits peut rapporter jusqu'à 50 millions de dollars, près de 45 millions d'euros, à Mr. Harrington. C'est un super business, une industrie qui produit l'énergie dont le monde a besoin pour tourner. On en a besoin, il y a une grosse demande. La main-d'œuvre vient de tous les États-Unis et parfois même du Canada pour profiter de cette manne pétrolière. Vos employés, ils gagnent bien leur vie aussi? Ouais, je crois bien. C'est pas une chance de vivre ici? Ouais, je suis content. Ils ont des salaires à 6 chiffres. Lui, comme lui, ils gagnent plus de 100 000 $ par an. Et ils ont femmes et enfants, ils ont leur propre maison, des voitures. Ouais, on voyage dans le monde. Ils voyagent, ils jouent au golf, ou je sais pas quoi encore. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Oui, c'est vrai. C'est l'American Dream. Grâce à vous qui menez les affaires. Depuis notre tournage, les choses ont bien changé à Midland. Le coronavirus a mis par terre l'industrie pétrolière. Le prix du baril s'est effondré. Hello David. Comment allez-vous? Résultat, la plupart des puits sont à l'arrêt. Il y a 50 à 60% des employés qui ont été licenciés. Que ce soit sur les plateformes pétrolières, dans les compagnies de services, les équipes de fracking, ils se font virer ou sont au chômage partiel. La majorité des travailleurs ne sont pas originaires d'ici. Du coup, ils sont logés ici, dans des caravanes, sans pouvoir travailler. L'industrie tout entière est menacée. Alors quand on lui parle des scientifiques, qui pointent la responsabilité des industries polluantes dans la destruction des écosystèmes et l'apparition des pandémies, je ne vois pas le rapport, parce que la mort et la destruction, ça existe depuis Adam et Ève. Il y a toujours eu des maladies sur Terre, depuis toujours. Donc mettre tout ça sur le dos d'une seule industrie, c'est un peu injuste. vous ne pensez pas que notre mode de vie, exploiter les ressources naturelles pour notre confort, est peut-être allé un peu trop loin? Je vois les bonnes choses que nous apporte l'industrie du pétrole. Ça nous permet de vivre très confortablement. Non seulement le rêve américain et le capitalisme triompheront de cette crise sanitaire, ici, aux États-Unis, mais ils triompheront aussi de tout ce qui pourra nous arriver dans les 100, 200, 300 prochaines années. Si pour David Harrington, l'heure n'est pas à la remise en question, chaque année, de plus en plus d'Américains tournent le dos à l'American Dream pour des modes de vie alternatifs. En Virginie, près de Charlottesville, une dizaine de communautés sont implantées.
L'une d'entre elles a accepté de nous ouvrir ses portes. Ici, une centaine de personnes vivent à contre-courant. On est à Twin Oaks, une communauté qui a été créée dans les années 60. Vous allez le voir, on est bien loin de l'Amérique consumériste. Ici, la règle, c'est le collectivisme, pas l'individualisme. Bonjour Martin. Bonjour, enchanté. Bienvenue à Twin Oaks. Notre guide s'appelle Valérie. Elle habite à Twin Oaks depuis 28 ans. Concrètement, comment ça marche? Les gens ne reçoivent pas vraiment un salaire. C'est plutôt, tu donnes 42 heures de travail par semaine à la communauté et en échange, tu as toute ta vie. Un logement, de la nourriture, des soins de santé, un peu d'argent de poche, ce genre de choses. C'est comme ça qu'on s'arrange. Les Twin Oakers produisent et vendent au monde extérieur du tofu et des hamacs. Ça ne s'invente pas. L'argent récolté est mis dans un pot commun qui sert à faire tourner la communauté. Et ici, toutes les décisions sont prises collectivement. Par exemple, si quelqu'un veut construire un nouveau bâtiment pour l'une de nos activités, il fait une proposition et les autres font des commentaires. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, d'accord avec la première partie mais pas avec la deuxième. Après, nos équipes en discutent et ensemble, on décide de ce qu'on fait. Et c'est efficace ou est-ce que du coup ça prend beaucoup de temps de mettre tout le monde d'accord? C'est efficace dans le sens où ça marche très bien. Ça prend plus de temps, bien sûr, mais à quoi sert le temps si ce n'est à mettre nos valeurs en pratique dans le monde? L'essentiel de l'activité des Twin Oakers vise l'autosuffisance. Entre leur ferme et leur potager, ils produisent déjà 50% de ce qu'ils mangent. Attention où vous mettez les pieds. Et ici, tout le monde a plusieurs métiers. Aujourd'hui, c'est Clémentine, 32 ans, qui s'occupe des vaches. Donc je fais ça. Oh, Lucie, il te faut plus de nourriture. Je fais aussi beaucoup de cuisine, je m'occupe des enfants, je fais plein de ménage. On fait tous plein de choses différentes. C'est ce qui fait que la vie ici fonctionne. Et les gens qui prennent les décisions pour la communauté et font des stratégies économiques sont aussi ceux qui nettoient les toilettes et préparent les fêtes. Donc il y a une grande diversité. Et pourquoi choisir de travailler ici sans salaire plutôt que dans le monde extérieur et d'être payé? Je travaille plus ici que je ne travaillais dans mon ancien boulot dans un bureau en ville. Et mes 42 heures sont longues. Mais ces 42 heures incluent tout ce pourquoi je n'étais pas payée avant. M'assurer que ma famille et moi sommes bien nourris, m'assurer que les voitures fonctionnent, m'assurer qu'on prend soin de notre santé. Toutes ces choses sont incluses ici. Comme Clémentine, de plus en plus de jeunes sont séduits par ce modèle. En 15 ans, le nombre de communautés aux États-Unis a doublé. Aujourd'hui, plus de 100 000 Américains vivent dans ce genre de société alternative. Oh mon petit. Vivre en communauté, c'est de l'activisme, n'est-ce pas? Du point de vue de l'empreinte écologique, l'idée de moins impacter la Terre. Il y a une alternative viable au capitalisme de marché. On n'est pas obligé de jouer le jeu qu'on nous dit de jouer. C'est fini, mon ami. Il n'y en a plus. T'as terminé. Elle confondrait n'importe quoi avec un pie. Un peu plus loin, une autre équipe répare le toit d'une vieille grange. Bonjour. 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 Pour eux, ce mode de vie est une évidence. Depuis quand vous vivez ici? 2008. Pourquoi ce choix? Le rêve américain. Je pense que c'est probablement la manière de vivre à laquelle les gens devront s'habituer dans un futur proche. Donc vous pensez que ce mode de vie va devenir la norme? C'est ce à quoi la ville du futur ressemblera si tout se passe bien. Si tout se passe bien, quoi. Et si ça tourne mal? Vous avez déjà vu les films Mad Max? Ouais. Bah, voilà. Une vanne survivaliste qui résonne étrangement dans le contexte actuel. Les Twin Oakers en sont persuadés, leur mode de vie, communautaire, plus respectueux de l'environnement, sera bientôt une évidence pour assurer notre survie. Je suis très préoccupée par le changement climatique. Je sais que je connaîtrai de mon vivant des effets encore plus dévastateurs que ce qu'on voit aujourd'hui. Et je ressens vraiment le besoin de faire de mon mieux pour inverser la tendance et aussi apprendre à m'en sortir.
Vous pensez que ces compétences et la vie en communauté vont être de plus en plus populaires à mesure que les ressources de la planète s'épuisent? Absolument. Juste en partageant, on réduit notre empreinte carbone de 80% par habitant comparé au ménage américain moyen. C'est énorme. Et on apprend aussi à subvenir à nos besoins. Donc dans le cas où on ne pourrait plus compter sur l'industrie alimentaire, je sais chercher des champignons, je sais faire pousser ma nourriture. J'ai déjà travaillé avec des animaux et je peux construire des trucs. Quand les Twin Oakers ne bossent pas, ils ont quartier libre. Et si ici le collectivisme est la règle, chaque résident a son espace personnel. Jacqueline, voici Martin. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Jacqueline. Ça va, Jacqueline? Ça va, ça va. Bah, entrez. Ok. Jacqueline est franco-américaine. Elle a rejoint Twin Oaks il y a 2 ans. Ça, c'est Petrie. Et ça, c'est Jack. Donc, c'est mes 2 petits bébés. J'ai une guitare, j'ai un uke, j'ai une Xbox parce que je m'amuse de temps en temps. Donc ici, on peut avoir une Xbox. Qu'est-ce qu'on a d'autre que les jeunes, on va dire, dans le monde extérieur utilisent? C'est le Netflix, c'est le YouTube. On peut avoir tout l'Internet, donc tu peux avoir tous les films. Et aussi, on a aussi, dans notre système, dans notre network, on a plein de films qu'on peut regarder, donc on partage ça aussi. Donc on vit pas complètement coupé du monde, en fait. Non, non, non. Une réalité bien loin de celle des hippies des années 70. Je pense que les gens, ils entendent commune, ils pensent à un culte, ils pensent tu peux pas partir, tu peux pas sortir. Donc parfois je dis oui, bah, le déjeuner c'est à midi. Ils me disent mais si tu veux déjeuner à une autre heure, bah, si je veux déjeuner à une autre heure, je peux déjeuner à une autre heure, y a pas de problème. Pour beaucoup de gens, le rêve américain, c'est le capitalisme un peu fou. C'est cette idée qu'on peut devenir très riche, très vite. Toi, ton rêve américain, c'est pas celui-là? Non, non, je crois que c'est un rêve qui était vraiment surtout pour les Blancs américains il y a 50 ans. Donc c'était dans un monde différent d'aujourd'hui. Donc l'idée du rêve américain avec la barrière blanche et une petite maison et la famille, j'ai juste envie d'une vie différente. Je crois qu'on est tous en train d'évoluer avec l'idée du rêve américain. Je crois que ça évolue. Vivre à Twin Oaks, c'est prendre le contre-pied du rêve américain traditionnel. Bon appétit. Un rêve qui, pour les Twin Oakers, s'apparente plutôt à un mythe, bien loin de la réalité du quotidien des Américains. On a toute une génération de gens pour qui le rêve américain qu'on leur a vendu est devenu inaccessible. Ouais, c'est la génération d'après. Tous ceux à qui on a dit qu'aller à l'université garantirait l'accès à la classe moyenne. Et puis quand on est sorti, c'était genre, attendez un peu. C'est juste un mensonge. On est la première génération qui n'a aucune chance d'atteindre le niveau de stabilité de ses parents. Je pense que le rêve américain implique beaucoup de solitude. Vous savez, ça implique une maison, une voiture, une famille, une allée, un micro-ondes, une tondeuse. Faut tout avoir. Un jet ski et une magnifique grosse miche de pain. Il y a un cœur dessus. Des adultes qui ont choisi ce mode de vie alternatif. Mais au fait, comment ça se passe pour les enfants? Direction l'école autogérée de la communauté. Levez la main si vous voulez un cours de maths. Moi, j'ai besoin d'un cours de maths. Tu as besoin d'un cours de maths? Je pense que toi et Sylvia, vous avez besoin d'une dictée. Sauf si vous en avez fait une hier. Moi, j'ai besoin d'une dictée. C'est quoi une dictée? Ok, rompez. Dans son ancienne vie, Adair a étudié les maths. Alors il s'est porté volontaire pour assurer les cours. Donc si tu as 100 et tu divises par 9, qu'est-ce qu'il reste? 3. Non. 3 pour 300. Oui, donc c'est 3 pour 300 et 3 en plus pour les 30. Donc qu'est-ce qu'il reste au total? Oh, je sais pas, j'étais nul en maths. Les enfants ne suivent pas le programme officiel, mais selon Adair, les résultats sont là. Les enfants ont des examens standardisés à la fin de chaque année scolaire. Ils s'en sortent très bien. J'aime croire que c'est grâce à ce que je fais, mais je pense surtout qu'ils grandissent dans un environnement qui leur apporte beaucoup de soutien.
Donc votre système fonctionne. Si les enfants veulent intégrer le système éducatif ou le monde professionnel de l'extérieur, ils peuvent. Oui, d'ailleurs, on vient d'envoyer un élève à l'Université de Virginie, où il étudie l'informatique. Ici, chaque élève avance à son rythme, de manière autonome. Ils organisent leur temps comme ils le souhaitent, du moment qu'ils remplissent leurs objectifs hebdomadaires. Ça, ce sont mes objectifs. Si je ne les remplis pas tous dans la semaine, j'ai des devoirs à la maison. Et cette semaine, tu t'en sors comment? Ben, je m'en sors pas très bien. 7, 8, 9... Encore 9 objectifs? Oui, 9. Ça veut dire que tu vas avoir des devoirs? Probablement. Si Finlay a pris un peu de retard cette semaine, c'est parce qu'il bosse sur son prochain best-seller. Tu sais ce que tu veux faire plus tard? Quel boulot? Quelles études? Le seul truc auquel je pense, c'est de devenir écrivain professionnel et de continuer ma série le plus loin possible. Elle parle de quoi, ta saga? Ça parle du changement climatique. Le changement climatique réveille des démons qui menacent de détruire la Terre. Wow. Maths, histoire, anglais, aux matières traditionnelles s'ajoutent pour ceux qui veulent des modules plus étonnants. So, quiz est. Est Harry Potter. Est Harry Potter. Quid videt. Harry Potter videt Dementor. Dementorem. Vous avez bien entendu, ce garçon parle latin presque couramment. Mais la méthode employée par le prof est peu conventionnelle. Harius dixit expecto patronum, non est? Ita. Tout a commencé parce que je lisais Harry Potter et je voulais savoir ce que voulaient dire les sortilèges. Oui, c'est ça. Mais la plupart du temps, c'est pas vraiment du latin. Oui, c'est principalement du latin inventé. Les parents pensent à l'éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants. Et ils demandent à celui qui est disponible et qui est capable d'enseigner. Et toi, ça te plaît de vivre ici? J'imagine que je manque de recul parce que j'ai vécu toute ma vie ici. J'ai l'impression que c'est plus agréable que d'aller à l'école en dehors de Twin Oaks. Mais je ne sais pas vraiment. Une fois par mois, les différentes communautés du coin se retrouvent pour un moment de communion. On va chanter une chanson. Est-ce qu'il y a une communauté qui voudrait commencer à nous dire comment ça se passe? Oui, ça se passe plutôt bien. La production de tofu, les améliorations semblent porter leurs fruits en ce moment. Et on a un petit veau qui est trop mignon. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. On a plein de projets cool. On est en train de terminer la salle de classe. On finit de la couvrir d'ailleurs, pour rester au sec quand il pleut. Nos poules pondent des œufs, ce qui est super, et ils sont délicieux. Un mode de vie particulier, étrange vu de l'extérieur. Enfin, en ce moment, plus tellement. Vivre coupé du monde, faire son pain soi-même et assurer les cours des enfants, leur vie en communauté ressemble étrangement à notre vie à tous, à l'heure du confinement. C'est juste une manière plus naturelle de vivre. Les gens devraient vivre dans ce genre de tribu. Le chacun pour soi, c'est un modèle tellement artificiel et très récent dans l'histoire de l'humanité. Les gens se tournent vers leur communauté en temps de crise parce qu'ils y sont obligés. Depuis le début de l'épidémie, aucun cas de Covid-19 à Twin Oaks. Très tôt, la communauté s'est auto-confinée. Et grâce à leur production agricole, aucune pénurie alimentaire à l'horizon. Un mode de vie marginal, mais qui interpelle, à l'heure où le rêve américain montre ses limites.